Ce monde est devenu un étrange enfer rempli de monstres invulnérables aux armes ordinaires. Le seul espoir pour l'humanité réside dans un petit nombre d'élus dotés de super-pouvoirs. Le plus fort d'entre eux était notre MC, Kay. Mais même lui n'est pas tout-puissant. Et lorsqu'il a été trahi par une organisation et piégé avec des douzaines de monstres, il est mort. Heureusement, il a aussi régressé dans le temps avant l'apocalypse. Il est né de nouveau dans le corps d'un bébé, conservant sa connaissance des monstres et son pouvoir principal, qui lui permet d'absorber les pouvoirs et les capacités des monstres qu'il tue. Après avoir regardé autour de lui plus attentivement, il réalise qu'il est en quelque sorte devenu un bébé. Alors qu'il essaie de comprendre ce qui se passe, un pied chaussé d'une pantoufle entre dans sa chambre. Kay se met immédiatement en alerte, se reculant dans le coin de son berceau alors que l'étrange personne se penche au-dessus de lui. Son esprit est submergé de pensées différentes alors qu'il essaie de comprendre qui est cette personne et si elle vient de l'organisation. Mais ensuite, la femme se penche avec un regard aimant sur son visage et l'appelle Échan. Il semble que cette étrange femme soit sa mère, et elle est venue voir comment il allait une fois qu'elle a réalisé qu'il était réveillé. La femme retourne à la cuisine une fois qu'elle réalise qu'il va bien, et Kay, qui est maintenant Échan, prend un moment pour regarder autour de lui. Tout semble paisible et propre, contrairement au monde auquel il est habitué. La télévision est allumée, et il peut entendre des gens se déplacer à l'extérieur de la maison. Il ne semble pas non plus qu'il y ait des monstres à l'extérieur. C'est clairement une ère de paix. Et pour qu'il se retrouve soudainement ici comme un bébé, cela signifie qu'il a dû se réincarner. Il est maintenant dans un autre monde où la catastrophe ne s'est pas produite, et plus important encore, il n'y a pas d'organisation ici. Cela signifie que pour la première fois depuis très longtemps, Échan va goûter à la liberté. Malgré tout ce qu'il a traversé dans sa vie, le dieu du destin ne l'a pas abandonné. Ce jour restera à jamais dans les mémoires comme le jour de nouveau départ. Il jette un coup d'œil au calendrier le plus proche et voit que l'année est 2020, ce qui signifie qu'il s'est réveillé avant la grande catastrophe. Ce n'est pas bon car il ne peut rien faire avec son corps de bébé actuel. Il ne peut même pas se tenir debout sans tenir quelque chose, et ses petits membres sont trop petits pour supporter son corps. Sa gorge est également étrange par rapport à son corps plus âgé, donc il ne peut pas non plus parler. Tout cela est une terrible nouvelle pour lui car le temps presse. Il n'a pas le temps d'être juste un bébé normal alors que le monde est sur le point d'entrer dans l'apocalypse. Échan regarde vers sa mère et se demande si elle est quelqu'un sur qui il peut compter. Au lieu de compter sur elle, cependant, peut-être peut-il simplement l'utiliser comme une marionnette pour atteindre ses objectifs. Elle doit bien servir à quelque chose. Même si elle n'a pas l'air trop fiable, c'est la seule adulte à laquelle il peut avoir accès. Il se demande si elle est au moins flexible, mais plusieurs boîtes tombant de l'étagère suffisent à le réfuter. Elle n'est pas non plus douée de ses mains car elle empile une quantité incroyablement élevée de farine dans un bol en cuisinant. Elle n'est pas non plus bonne en cuisine, et elle met presque le feu à la maison en essayant de préparer le petit déjeuner. Il est évident qu'elle ne peut rien faire, mais elle fait au moins de son mieux pour prendre soin de son bébé même avec ses cheveux rôtis par le feu qu'elle a causé plus tôt. On a déjà l'impression que c'est la fin du monde, et l'avenir de sa nouvelle vie s'annonce difficile. La sonnette retentit, et sa mère va ouvrir la porte et recevoir un colis qui vient d'arriver. Avant d'ouvrir la porte, cependant, elle doit trouver son portefeuille pour pouvoir payer la livraison. Alors qu'elle part chercher son portefeuille, Échan essaie de se souvenir de la dernière fois qu'il a entendu ce mot. La dernière fois qu'il s'est souvenu avoir entendu parler de colis, c'était lorsque les livreurs emmenaient des colis pour rencontrer beaucoup de gens. Ces livreurs étaient également infectés, et cela a fini par être une situation terrifiante. Alors qu'il commence à réaliser la situation et ce que cette livraison de colis pourrait vraiment signifier, la porte s'ouvre lentement, et une voix lugubre entre de l'autre côté, l'exhortant à prendre le colis. Alors que la porte s'ouvre complètement, c'est exactement comme Échan l'avait prédit. La personne de l'autre côté est infectée, et elle s'est transformée en un monstre de livraison. Échan ne peut pas avoir peur. Et même avec son corps de bébé, il doit trouver quelque chose à utiliser pour se défendre. La seule chose à sa disposition est le biberon que sa mère lui a donné et aussi un oreiller. Il attrape l'oreiller et le jette par terre quand soudain le monstre lance une attaque directement sur sa tête. La puissante explosion traverse le berceau, et Échan attrape son biberon avant de s'échapper rapidement du berceau et d'atterrir sur l'oreiller qu'il a jeté par terre plus tôt. Il va sans dire que si une explosion comme celle-là le touche, alors il est définitivement mort. Heureusement, il a assez d'expérience dans la lutte contre les monstres de sa vie passée. Et de cette expérience, il sait qu'il n'y a aucun moyen qu'il puisse battre son adversaire actuel. On dirait un monstre amplifié. Et en plus de cela, les tentacules sur sa tête ont l'air encore plus dangereuses. Mais une autre chose qu'il sait, c'est que les monstres forts comme ceux-ci sont terribles pour effectuer des virages serrés. Il jette légèrement son biberon sous les monstres, et il trébuche dessus en se précipitant vers lui, volant au-dessus de sa tête et s'écrasant à travers la fenêtre. Pour la première fois, Échan est vraiment reconnaissant pour toutes les batailles brutales qu'il a traversées dans sa vie passée. Alors qu'il célèbre sa victoire, une queue sort de son dos et se précipite par la fenêtre après le monstre. Elle atteint le corps mort gisant dans la rue et mange le noyau du monstre comme un être vivant. Échan attrape la queue et la regarde alors qu'elle grignote le noyau du monstre. Il la connaît bien car c'est la capacité qu'il avait dans sa vie précédente, la queue de Toadi. C'est une capacité puissante,
mais il n'a aucune idée de pourquoi il l'a encore même après s'être réincarné. La grande catastrophe est prévue dans 4 ans, et Kai dans sa vie passée est né 3 ans après cela. Il ne sait pas ce qui se passe, mais il est incroyablement chanceux d'obtenir cette capacité de nulle part. Dans sa vie passée, il a obtenu la capacité après avoir absorbé le noyau d'un monstre qui avait également la queue de coyote. Une autre chose chanceuse est que plus une personne active son pouvoir jeune, plus il s'avérera puissant. Pour le tester, il transforme sa main en une lame tranchante et l'utilise pour frapper son berceau, le pliant instantanément. Dans sa vie passée, il s'est réveillé en tant que classe S quand il avait 7 ans. Mais puisqu'il a ce pouvoir en tant que nourrisson, alors il deviendra le légendaire en triple S cette fois. C'est son ticket pour la richesse, la célébrité et les belles femmes. Dans ce cas, il n'a pas besoin de rester dans cette maison et de jouer le rôle d'un bébé ignorant. Alors qu'il s'éloigne en rampant pour commencer sa nouvelle vie, le berceau qu'il a plié plus tôt commence à tomber, et son objectif est juste au-dessus de lui. Échan essaie de s'écarter, mais son corps l'abandonne, et il est incapable de bouger. Le berceau en métal finit par se fissurer et commence à tomber sur le côté. Et la dernière chose qu'il voit alors que ses yeux se ferment est sa mère se précipitant désespérément à ses côtés alors que le berceau tombe. Il se souvient de sa vie passée et de son maître impitoyable qui lui a fait subir de nombreuses épreuves horribles. L'homme lui a fait faire des choses dégoûtantes comme manger de la nourriture pour chien pour survivre. Des choses comme ça étaient pour prouver qu'il n'est vraiment que le chien de l'organisation. Échan serre les dents, en colère du fait qu'il est appelé le chien de l'organisation. Il se réveille lentement alors que le soleil commence à briller sur son visage. Il semble qu'il se soit évanoui après avoir vaincu le monstre. Il se redresse lentement et voit sa mère assise près de lui et écrivant dans un livre. Il semble qu'elle ait réussi à le sauver après tout. Mais maintenant, la question est de savoir pourquoi il s'est évanoui à cet endroit. Il semble que le pouvoir de sa capacité soit trop important pour son corps. Il ne l'a utilisé que pendant 30 secondes, et pourtant cela l'a complètement épuisé et l'a laissé complètement sans défense. Pour l'instant, il doit devenir plus fort s'il veut être capable de gérer à nouveau ses pouvoirs. Alors qu'il pense à cela, il entend les sons de sa mère qui pleure. Il jette un coup d'œil au livre qu'elle lit et il est couvert de notes autocollantes. Sur la page, elle écrit comment elle a failli perdre son trésor. Il semble qu'elle parle de lui. Il y a aussi une vilaine échymose sur son dos, et il est probable qu'elle ait eu l'échymose en le protégeant. Sa mère de sa vie passée l'aurait volontiers vendu à l'organisation pour un profit rapide, et pourtant cette femme s'est risquée à le protéger. Il tend l'une de ses petites mains pour la réconforter, et dès qu'elle sent qu'il la touche, elle tend la main et le serre dans ses bras. Il semble que cette femme soit différente d'elle, et cela lui fait décider de rester avec elle pendant un certain temps. Quoi qu'il en soit, il ne reste pas beaucoup de temps, et le monde changera dans moins d'une semaine. Le prochain monstre devrait déjà être en route, et il doit être capable de se battre pendant plus de 30 secondes s'il veut protéger sa nouvelle maison. À l'extérieur de leur appartement, un laveur de vitres frissonne de douleur alors qu'une bave bleue s'écoule de ses yeux, de sa bouche et de son nez. La glu bleue glisse et pénètre dans les tuyaux d'évacuation en dessous de lui, en direction d'un endroit précis. Alors qu'Échan réfléchit à ses prochaines étapes, sa mère lui apporte quelque chose recouvert d'une couverture rouge. Elle retire la couverture pour révéler un chien à l'intérieur d'une cage pour lui. Elle a eu le chien de leur voisin pour qu'il ait un compagnon. Échan se souvient du chien de sa vie passée. C'était un bâtard féroce, et il n'avait jamais pensé qu'il le reverrait dans cette vie. De plus, le chien est beaucoup trop gros pour être un compagnon de jeu pour bébé. Cependant, cela pourrait s'avérer être une bonne chose pour Échan. Sa mère est peut-être un peu étourdie, mais il semble qu'elle puisse être utile parfois après tout. S'il entraîne correctement le chien, alors il peut finir par devenir un allié puissant, et il peut même devenir un moyen de transport. Avoir un gros chien n'est peut-être pas si mal après tout. Sa mère sourit au petit sourire sur son visage. Il semble qu'elle ait pris la bonne décision, et cela l'a au moins rendu heureux. Elle les laisse jouer tous les deux pendant qu'elle va faire d'autres tâches ménagères dans la maison. Échan fixe le chien alors qu'il se demande ce qu'il va en faire. Maintenant, il va devoir le nourrir. Il donne au chien une saucisse de la cuisine et lui ordonne de manger. S'il la mange, alors Échan deviendra son maître, et l'entraînement pourra commencer. Malgré la tentative du bébé de former un contrat avec le chien, il semble qu'il soit trop simple d'esprit pour comprendre ce qu'ils font. Alors que le chien se penche pour ramasser la saucisse, Échan lui marche sur la tête, montrant la différence dans leur dynamique de pouvoir. Cependant, même si le chien ne comprend pas ce que dit le bébé, cela ne signifie pas qu'il tolérera le manque de respect. Il frappe Échan avec 2 pattes bien placées au visage, en voyant le bébé voler. Ensuite, il se détourne pour profiter de sa saucisse en paix, mais le bébé ne va pas accepter cela sans réagir. Échan se lève pour attaquer le chien avec un fort cri de guerre. Il saute sur le chien, et les deux se battent pendant que la mère rit de leur pitrerie. Il semble que les deux soient déjà devenus amis. Pendant qu'elle cuisine, elle se rend compte qu'elle n'a plus de farine. Quand elle se penche pour essayer de la trouver, cependant, un monstre de glu bleu sort de l'évier et domine le chien et le bébé qui se battent, visant directement la femme inconsciente qui essaie toujours de trouver de la nouvelle farine à utiliser et à cuire. Le monstre de glu s'élève dans les airs et vise directement la mère d'Échan. Le chien se met en action et se précipite pour attaquer le monstre avant qu'il ne puisse la blesser.
Il arrive juste à temps pour la pousser dans le placard sous l'évier avant que la glu ne puisse l'attaquer. Heureusement, la mère ne sait pas ce qui se passe pendant que la glu et le chien se battent derrière elle. Héchan regarde toute la scène se dérouler avec un regard peu impressionné. Le monstre est beaucoup trop faible pour causer de réels problèmes, mais il sera quand même difficile à gérer. Son liquide rend les attaques tranchantes et poignardantes inutiles, ils doivent donc trouver une autre façon de s'en occuper. Sa mère essaie de sortir du placard, mais elle est plus préoccupée par la douleur dans sa tête, ne réalisant même pas la bataille intense qui se déroule entre le chien et le monstre derrière elle. La glu finit par envelopper le chien et commence à se transformer en quelque chose de différent. Héchan va devoir agir vite avant que les choses ne deviennent incontrôlables. Il se souvient de ces batailles passées que le monstre de glu est faible à la sécheresse, il doit donc trouver quelque chose à utiliser pour l'assécher. Il remarque immédiatement son biberon rempli de lait en poudre et l'ouvre avant de le jeter sur le monstre. La glu recule et rétrécit avant de rebondir dans la pièce. La perte d'humidité grâce au lait l'a plongé dans la panique, et il réagit à cause de cela. Héchan saisit l'occasion une fois qu'il cesse de bouger pour l'enfermer sous une poubelle. Il semble que les choses se soient éclaircies, et le chien et sa mère sortent leur tête de derrière le comptoir de la cuisine. Sa mère renverse ensuite accidentellement de la farine sur eux deux, les laissant plus désorientés qu'ils ne l'étaient déjà. À cause du déversement de farine, sa mère se précipite pour aller se laver avant que la farine ne tache sa tenue. Pendant ce temps, Héchan continue de profiter du frisson d'avoir réussi à attraper un monstre. Les glues peuvent être utilisées comme un répulsif naturel contre les monstres, ce qui signifie que s'il réussit à étaler le liquide de la glu sur les fenêtres, cela peut agir comme un moyen de dissuasion contre toute attaque de monstre qui pourrait se produire à l'avenir. Soudain, la poubelle commence à bouger, et la glu en sort en profitant du silence comme une occasion de s'échapper. Le chien se met devant elle avant qu'elle n'aille trop loin, et Héchan se précipite pour essayer de l'enfermer à nouveau, mais elle réussit toujours à s'échapper, cette fois en évitant complètement de se faire piéger sous la poubelle. Avant de partir, elle lève un majeur vers les deux alors qu'elle s'échappe par la fenêtre. La glu est venue chez eux d'elle-même et a semé le chaos, puis a eu l'audace d'essayer de partir d'elle-même. Elle est peut-être faible, mais elle est trop prétentieuse pour que les deux l'apprécient, et cela les met trop en colère pour lui permettre de s'échapper librement. Héchan attrape un parapluie à proximité comme une arme et monte sur le chien comme un destrier fidèle. Il est temps pour lui de courir après le monstre avant qu'il n'aille trop loin et ne cause encore plus de problèmes. Il est hors de question qu'il la laisse s'échapper afin qu'elle puisse causer plus de problèmes pour eux ou pour d'autres à l'avenir. Ils arrivent au rez-de-chaussée de l'immeuble et voient la glu perchée au sommet d'un bâtiment. Elle fait couler son liquide sur la tête d'une fille qui passe, et elle lève les yeux juste à temps pour la voir sauter et essayer de l'engloutir. Héchan et le chien se précipitent à leur secours pendant que le bébé essaie de trouver quoi faire. S'il utilise sa propre force, il ne sera certainement pas capable de résister à la glu. Mais s'il laisse le monstre se nourrir librement de la fille, alors l'endroit finira par devenir une mer de sang. Ce genre de scène est quelque chose qu'Héchan a suffisamment vu dans sa vie passée. Le chien est juste assez rapide pour atteindre la fille à temps et sauter par-dessus elle, tandis qu'Héchan ouvre le parapluie et bloque la pluie de glu avant qu'elle ne puisse frapper la fille. La glu n'est pas dissuadée et saute du parapluie, cette fois dans le but d'attaquer directement le chien et le bébé. Étant donné qu'Héchan ne peut utiliser ses pouvoirs que pendant une courte période, il n'a qu'une seule chance d'utiliser et de mettre fin au monstre en un instant. Il lance un coup de poing amélioré avec ses pouvoirs, traversant immédiatement le monstre et le détruisant. La glu explose et pleut sur la zone, complètement vaincu tandis qu'Héchan et le chien se tiennent victorieux après la courte bataille. Heureusement, il était à temps pour sauver la fille avant qu'elle ne devienne de la nourriture pour glu, mais elle l'a également vu utiliser ses pouvoirs, et elle a l'air terrifiée. Sans perdre une seconde, la fille se met à courir sur la route sans se retourner. Il est compréhensible qu'elle se soit enfuie, compte tenu de la scène à laquelle elle vient d'assister. Le plus difficile à penser est combien de temps il lui faudra pour nettoyer ce gâchis. Sa queue sort de sa couche et va absorber la glu éparpillée dans la rue. Il semble que la queue ait le pouvoir d'absorber la capacité d'un autre monstre. Dans sa vie passée, la seule façon pour qu'elle d'absorber une nouvelle capacité est de l'échanger avec la précédente. Cependant, maintenant la queue mange rapidement tout le liquide de glu éparpillé et transforme le pouvoir en le sien. Il teste le pouvoir en formant une boule de glu dans sa main, et il semble vraiment que les deux pouvoirs coexistent. Dans sa vie passée, Kay a fait de son mieux pour s'assurer qu'il changeait de capacité aussi peu que possible afin de ne pas se faire prendre par l'organisation. Cela a fini par être sa perte à la fin, mais cela ne change pas à quel point il est étrange que la queue de Tao Tei ait en quelque sorte évolué d'elle-même. Cela pourrait très probablement être à cause de son âge. Plus l'âge d'une personne est jeune lorsqu'elle commence à développer des capacités, plus la puissance de la capacité est forte et plus la personne est capable de s'y adapter rapidement. Kay est devenu un utilisateur éligible pour les capacités à l'âge de 10 ans, mais toutes les personnes plus jeunes que lui sont mortes. La plupart des enfants ne peuvent pas survivre aux toxines des monstres, et ils ont tous fini par mourir dès qu'ils y ont été exposés. Mais maintenant, Kay est encore plus jeune que tous les autres candidats potentiels de sa vie passée, ce qui signifie que son potentiel de croissance est incalculable. Pendant qu'il réfléchissait à la façon de faire les choses, le chien l'a ramené chez lui en toute sécurité.
Il saute du dos de son fidèle destrier et utilise ses nouveaux pouvoirs de glu pour enduire la zone, s'assurant qu'aucun monstre ne viendra plus chez lui. Mais rien que faire cela l'a déjà vidé de toute son énergie et l'a laissé épuisé. Il est inutile de penser à obtenir de nouvelles capacités ou à s'adapter à sa capacité actuelle car son endurance est tout simplement trop faible pour qu'il puisse faire quoi que ce soit avec les pouvoirs. Cependant, il n'a pas besoin de trop s'inquiéter de l'avenir potentiel, car les monstres ne devraient plus venir les déranger grâce à sa barrière de glu. Échant s'effondre sur le sol d'épuisement, et le chien vient vers lui avec un regard menaçant dans ses yeux. Il semble qu'il soit enfin temps pour le chien de se venger de cette humiliation plus tôt. Le chien se penche et ramasse Échant par le cou de sa chemise. Et pendant un instant, le bébé pense qu'il est sur le point d'être transformé en nourriture pour chien. De retour dans l'appartement, sa mère sort de la douche, complètement débarrassée de la fleur qui a coulé plus tôt. Elle se dirige vers le salon pour voir comment va son fils et le voit blotti contre le chien sur le sol. Il peut sembler qu'ils sont blottis l'un contre l'autre, mais Échant lutte férocement contre le poids du chien sur lui. Les heures passent, et le bébé est capable de se libérer de sa prison moelleuse pour se mettre au travail pour protéger l'appartement. Il réussit à enduire les fenêtres et les évents et aussi les tuyaux de drainage avec la glu spéciale. Maintenant, même si une catastrophe majeure frappe la maison, ils seront en sécurité pendant un certain temps. Tout en faisant tout cela, il a été capable de comprendre l'état actuel de la queue de Teyote. Apparemment, elle peut stocker jusqu'à 4 capacités à la fois, contrairement à sa vie passée où il devait en échanger une contre une autre. En ce moment, il peut utiliser à la fois la queue de Teyote et ses pouvoirs de glu, mais seulement pendant environ une demi-minute. Afin de se préparer à une catastrophe majeure, il va devoir faire d'autres choses. L'une des choses dont tout survivant a désespérément besoin après l'apocalypse, ce sont des provisions. La plus grande cause de décès après la catastrophe n'était même pas les monstres. C'est la famine causée par la perturbation de la logistique, qui a finalement conduit à une course désespérée aux provisions. Si quelqu'un parvient à stocker des provisions dès le début et à éviter complètement le conflit, cette personne peut même créer des disciples et avoir des gens de son côté pendant les périodes les plus dangereuses de la catastrophe. Échant devra le préparer dès que possible. Mais en tant que bébé, il y a une limite à ce qu'il peut faire. Les supermarchés sont bondés, et finalement, les endroits seront remplis de monstres. Si ne serait-ce qu'une seule personne est infectée, la maladie se répandra rapidement sans espoir de ralentissement. Avec son corps actuel, Échant ne pourra certainement pas gérer seul un grand nombre de monstres, mais il n'y a pas non plus beaucoup d'endroits où il peut s'approvisionner en ce moment. Alors qu'il réfléchit à d'autres options qu'il pourrait avoir pour s'approvisionner à l'avenir, le téléphone de sa mère sonne sur la table du salon. Il va vérifier de qui il s'agit et voit des messages arriver depuis le groupe de discussion du propriétaire. Heureusement, son téléphone n'est pas verrouillé, il peut donc facilement l'ouvrir et voir ce qui se passe. Les gens dans le groupe de discussion parlent d'un virus étrange qui se propage et de la façon dont les personnes infectées par le virus se transforment en monstres. Il est clair qu'ils ne connaissent pas encore la gravité de l'apocalypse qui arrive, et Échant est plus qu'heureux de les éclairer un peu à ce sujet. Il crée sournoisement un compte et se connecte à la salle de discussion, informant les gens qu'une grande catastrophe arrive et qu'ils doivent se procurer des provisions avant que tout ne sombre dans le chaos. Bien qu'il essaie de les aider en leur donnant des instructions soigneusement guidées, il est clair que personne ne le croit. Le fait qu'il n'ait même pas encore de profil puisqu'il vient de créer le compte n'arrange pas non plus les choses. Il n'y a rien qu'il puisse faire en tant que bébé, et les forums en ligne ne sont pas d'une grande aide non plus. À ce rythme, ils finiront tous par mourir avant même que l'organisation ne se forme. Une demande d'amis arrive soudainement sur le téléphone. Il accepte la demande par curiosité, et la personne à l'autre bout de la ligne va droit au but et lui dit qu'elle veut conclure un accord avec lui s'il recherche vraiment des provisions. Le nom d'utilisateur de la personne est Dot, et cela semble familier au bébé. C'était le même nom qu'une femme qui travaillait pour l'organisation et qui s'appelait aussi Bot. Son intuition est juste, et la personne de l'autre côté de l'écran est bien le bot auquel il pense. Elle se détend contre la chaise dans une pièce remplie d'ordinateurs et de gadgets tout en lui envoyant des SMS. Il semble que les choses soient sur le point de devenir très intéressantes pour elle. Il est clair que la personne à qui elle parle est très prudente, cependant. Avant de conclure un accord quelconque, ils veulent entendre quel est son plan. Lui parler est déjà devenu très pénible, et ils ont à peine échangé quelques mots. Elle décide donc d'être directe et de lui faire une proposition dans l'espoir de sceller leur accord. Elle propose de lui donner toutes les provisions qu'il souhaite, qu'il s'agisse de nourriture, d'eau, d'armure ou de tout ce dont il pourrait avoir besoin. La seule chose sur laquelle elle mettra un prix est toute information dont il a besoin. Cela vaut 100 millions de yens. Mais pour Hot, le transport est également un problème. Elle propose donc de lui donner les informations dont il a besoin s'il lui donne 20% des provisions qu'il collecte. Tant le ton de sa voix que le prix de départ de 100 millions de yens ressemble à quelque chose de plus approprié pour un élève de primaire. En y regardant logiquement, il est impossible que cette personne à qui il parle ne soit pas le bot ou dont il se souvient de l'organisation. Il continue de sympathiser avec elle, lui demandant directement pourquoi il devrait croire quoi que ce soit qu'elle dit. En plus de cela, il demande également pourquoi il devrait même accepter les négociations en premier lieu. Hot lui demande s'il espère devenir un ennemi au lieu d'un allié.
Elle préférerait qu'ils s'entendent bien au lieu de se chamailler ou de se méfier l'un de l'autre. Le bébé accepte et demande à savoir où se trouve l'endroit pour récupérer les provisions. Elle lui dit qu'elle a mis les informations dans une boîte aux lettres au rez-de-chaussée de l'immeuble où il habite. L'organisation ne s'est pas encore formée, ce qui signifie que Hoth n'en est pas encore un dirigeant. Et malgré cela, elle reste une femme dangereuse qui utilise l'information pour manipuler les gens à son profit. Une fois qu'elle a jeté son dévolu sur sa cible, elle utilisera tous les stratagèmes qu'elle connaît pour exploiter la personne au maximum de ses capacités. Il est impossible qu'elle veuille s'entendre avec quelqu'un à qui elle vient de commencer à parler. Elle veut juste l'attirer dans un piège en utilisant l'information comme appât. Cette fois, cependant, Eschan est au courant de ses stratagèmes, et c'est lui qui va semer la pagaille, pas elle. Il se repose et dort pendant 2 heures. Au moment où il se réveille, son endurance épuisée d'avant est complètement revenue, et il est prêt à aller chercher les informations dont il a besoin. L'ascenseur a des caméras de sécurité, et il ne veut certainement pas révéler son identité aussi facilement. Alors, au lieu de cela, il se tourne vers les escaliers. En arrivant là-bas, il se rend compte qu'il y a un problème avec son plan. Il est toujours un bébé, et les escaliers sont beaucoup trop difficiles à monter avec son corps actuel. Dans ce cas, il doit compter sur son compagnon duveteux. Il se tourne vers le chien qui dort sur le canapé, sachant que le cabot est son seul espoir d'atteindre cette boîte aux lettres. Eschan va réveiller le chien en attrapant sa queue et en la traînant, mais le chien n'apprécie pas du tout. Il gifle Eschan avec sa queue, en voyant le petit garçon voler avec une joue rouge. Et Eschan pensait qu'il avait réussi à apprivoiser la bête, mais il semble qu'il ne soit toujours pas en bons termes. Eschan aperçoit quelque chose sur le comptoir de la cuisine qui devrait pouvoir l'aider dans sa cause. C'est une boîte de friandises, et il devrait pouvoir l'utiliser pour inciter le chien à l'aider. Il verse quelques friandises pour chien dans ses mains et les porte à son nez. En quelques secondes, le chien se lève et accepte immédiatement le marché. Il semble que malgré son visage dur, le cabot soit en fait plutôt facile à contenter. Son transport étant assuré, la prochaine étape consiste à se rendre à l'endroit où Hoth a déposé les informations avant que sa mère ne se réveille. Il promène le chien dans l'immeuble et finit par atteindre l'endroit où se trouvent les boîtes aux lettres. À l'intérieur de l'une des boîtes aux lettres, il y a une lettre rose qui dépasse. C'est évidemment ce que sa cible devrait être, mais il y a aussi une caméra qui surveille la zone. Il est évident que Hoth veut utiliser la caméra pour confirmer son identité. Si cela arrive, alors ces informations seront vendues immédiatement, et il perdra l'avantage. Hoth ne s'en prend pas aux personnes qu'elle ne connaît pas, donc Eschan doit garder son anonymat quoi qu'il arrive. Dans ce cas, il doit juste la déstabiliser. Le bébé active ses pouvoirs, étendant de fins filaments rouges autour de la pièce et scannant les environs à la recherche de quelque chose de suspect. Outre la caméra de sécurité de l'appartement, il parvient à trouver 3 autres caméras cachées, très probablement installées par elle. Il est évident qu'elle veut désespérément révéler son identité. Hoth rit dans sa salle informatique, attendant avec impatience de voir quel genre de pigeon tombera dans son piège cette fois-ci. Cependant, sans que personne ne s'approche de la boîte aux lettres, elle reçoit une confirmation de la personne à qui elle parle qu'il a déjà récupéré les informations. Elle regarde désespérément les images de la caméra, mais la seule chose qu'elle voit sur le flux est un chien qui se tient nonchalamment à côté de la boîte aux lettres. Elle ne sait pas que derrière le chien se trouve la cible de son agacement, essayant sournoisement de lire la lettre à son insu. Il a réussi à déterminer où se trouvait l'angle mort de la caméra et a utilisé son compagnon à fourrure pour se cacher et lire la lettre subtilement. Il attrape le prospectus dans la boîte aux lettres et s'éloigne en trombe sans être vu. Le prospectus lui indique une vente de liquidation dans un supermarché de la région, et c'est probablement là qu'il doit aller. Pendant qu'il lit le prospectus, Hoth fait exploser anxieusement son téléphone, lui demandant de révéler qui il est exactement. Il la nargue en retour en lui disant qu'il révélera son identité si elle lui donne 100 millions de yens. Cela met Hoth encore plus en colère face au fait que celui qui est cette personne, la sous-estime clairement, et elle veut s'assurer qu'ils le regretteront. Elle active un système de surveillance araignée caché dans un drain et lui ordonne de scanner tout le bâtiment. L'appareil ressemblant à une araignée est équipé d'une caméra et est également étanche à la poussière, à l'eau et résistant aux températures, aux aimants, à la vitesse élevée et aux chocs électriques. L'araignée se dirige vers Eschan et le chien, mais elle est immédiatement piétinée par une paire de pantoufles duveteuses descendant les escaliers derrière eux. Hoth crie de douleur alors que son robot à 30 millions de dollars est détruit en quelques secondes. La personne responsable de sa destruction est sa propre mère, et elle est descendue pour les chercher après ne pas les avoir vus pendant un certain temps. Hoth pleure la perte de son appareil araignée, mais heureusement, il semble que la fonction audio fonctionne toujours. Elle peut entendre une voix féminine de l'autre côté, puis elle se rend compte que la fonction d'appel fonctionne également, ce qui signifie qu'il devrait également pouvoir l'entendre. Elle prend le micro et essaie de menacer celui qui est à l'autre bout du fil, les avertissant qu'ils n'ont pas gagné juste parce qu'ils ont réussi à écraser son araignée. Maintenant qu'elle a entendu leur voix, elle peut exposer tous leurs messages et leur passé sombre sur Internet. Elle continue de les narguer, mais celui qui est à l'autre bout du fil ne répond pas. Au lieu de cela, il continue de parler à quelqu'un d'autre, commentant qu'il porte des vêtements légers et qu'il pourrait attraper froid. C'est alors que Hoth se rend compte que la personne à l'autre bout du fil ne peut pas l'entendre,
et qu'elle se parle à elle-même depuis tout ce temps. En plus de cela, après avoir fait quelques recherches, même avec son vaste réseau et ses connexions, elle ne semble pas pouvoir découvrir qui est la personne de l'autre côté. Quel qu'il soit, ils sont complètement cachés, et elle n'en a aucune idée. Pendant ce temps, Échan rentre gratuitement à l'appartement grâce à sa mère. Elle le gronde d'être sorti seul et lui dit à quel point c'est dangereux. Pendant ce temps, l'araignée mécanique est écrasée sur le sol, et elle ne peut être utilisée qu'à 4% de ses capacités. Hot finit par recontacter Échan et dit au bébé qu'elle donnera les informations gratuitement ainsi que les provisions. On dirait qu'elle a déjà abandonné, et c'est presque décevant de voir avec quelle facilité elle a abandonné malgré tous les problèmes qu'elle a causés. Quand il retourne à l'appartement, Échan est étonnamment pardonné d'être sorti de l'appartement. Sa mère pense que le chien a ouvert la porte tout seul et que le bébé est sorti en rampant ensuite alors qu'il était encore à moitié endormi. À cause de cela, il ne pourra pas utiliser le chien pendant un certain temps, et il a été attaché pour éviter d'autres incidents de ce genre. Selon Hot, un supermarché de type entrepôt ouvrira bientôt, ce qui signifie qu'elle va leur donner des provisions provenant d'un inventaire qu'elle a volé à d'autres. Pour que Hot fasse cela si volontiers, elle est plutôt généreuse malgré tout. S'il va rassembler des matériaux, alors il doit le faire le plus tôt possible. Mais il doit trouver un moyen de se rendre au supermarché sur place. Il a laissé un prospectus sur la table pour que sa mère le voie, mais elle ne l'a même pas remarqué. Il n'y a aucun moyen qu'il puisse simplement lui parler directement de la fin du monde, mais il va devoir faire quelque chose. Alors qu'il essaie de comprendre quoi faire, il entend parler du fait qu'il ne reste que 5 jours de lait. C'est une occasion parfaite, et il peut l'utiliser à son avantage. Il pousse la tasse de lait sur la table et fait semblant d'être encore endormi quand elle vient vérifier le bruit. Quand elle va nettoyer le lait, elle remarque enfin le prospectus sur la table pour le supermarché. Elle le ramasse et commence à envisager d'y jeter un coup d'œil, et tout se passe selon le plan d'Échan. Le jour du voyage à l'entrepôt arrive enfin, et elle habille le bébé avec des vêtements roses, à son grand désespoir. Pendant qu'ils sont tous les deux dehors, le chien a été laissé à la maison avec beaucoup de nourriture à manger. Ils atteignent le supermarché, mais avant qu'elle ne puisse entrer, un agent de sécurité se précipite pour lui demander ce qu'elle fait dans la région. Il lui dit qu'il y a une maladie infectieuse qui se propage, et que les gens sont censés s'abstenir de se déplacer. La mère essaie de lui dire qu'elle veut juste acheter du lait en poudre pour son bébé, mais le garde ne veut rien entendre de ses excuses. C'est un fonctionnaire du gouvernement, et Échan sait que le gouvernement va bientôt disparaître, donc ils n'ont pas à s'inquiéter de choses comme ça pendant longtemps. Le garde ne fait que cela parce qu'on lui a ordonné de le faire, et il lui dit qu'elle devrait rentrer chez elle. Pendant qu'il lui parle, il ne remarque pas le monstre qui se faufile derrière lui jusqu'à ce qu'il pose sa main sur la tête de l'homme. En un instant, le monstre serre sa main, et la tête de l'homme éclate comme un ballon ensanglanté. Puis il jette son dévolu sur la mère et l'enfant sans défense. Ce monstre est beaucoup plus grand que tout ce qu'il a vu jusqu'à présent, et c'est un type prolifératif fort, donc il n'a pas non plus de point faible particulier. Il ne veut pas révéler sa force, mais s'il n'utilise pas son pouvoir, alors lui et sa mère mourront ici. Il n'y a pas de temps à perdre, et il est sur le point de passer à l'action. Mais sa mère le sort de la poussette et essaie de s'enfuir. Échan sait que s'enfuir est inutile puisque cette chose est une espèce complètement différente. C'est beaucoup plus rapide qu'un humain, et sa mère n'a aucun espoir de s'échapper à pied. Alors que le monstre se rapproche d'eux, Hatchan remarque un boîtier d'extincteur sur le mur, puis il utilise ses pouvoirs pour casser le boîtier. Il explose et recouvre toute la zone de gaz. Le nuage soudain est suffisant pour qu'Échan se dégage des bras de sa mère et attaque le monstre, l'envoyant voler et s'écraser contre un mur. Il a environ 30 secondes et jusqu'à ce que la poussière retombe pour s'occuper de ce monstre. Dans ces 30 secondes, il va devoir régler le combat avec ce monstre avant que sa mère ne remarque ce qui se passe. Sa mère s'est évanouie à cause de l'attaque soudaine du monstre, donc il doit s'assurer de s'occuper de tout avant qu'elle ne se réveille. Heureusement pour lui, elle est inconsciente à cause de l'impact précédent, mais il n'y a pas de temps. Le type prolifératif a son noyau dans sa tête. S'il parvient à frapper sa tête, alors il mourra certainement en un seul coup. Cependant, le monstre est toujours indemne même après le coup qu'il lui a donné plus tôt. Échan doit s'assurer de finir la bête en un seul coup avant qu'elle ne se relève et ne le blesse, lui ou sa mère. Il n'y a pas de raccourci qu'il puisse utiliser comme toutes les autres fois. Cette fois, il va devoir le combattre de front avec sa propre force. Heureusement, il peut au moins se tenir debout cette fois et n'a pas à ramper. Le monstre prend l'initiative et saute vers l'enfant, mais Échan est capable d'esquiver avant qu'il ne puisse le terrasser. Il utilise ensuite sa capacité à découper le monstre avec de fins brins de sa capacité de crapaud. Il n'a pas réussi à éliminer le monstre, mais il a au moins réussi à le faire saigner après cette lourde attaque. Les choses ne se présentent pas très bien en ce moment, mais Échan est sûr que celui qui va gagner, c'est lui. Il se précipite pour attaquer à nouveau le monstre, cette fois sûr qu'il peut au moins se défendre contre lui. Grâce à son petit corps, il est capable d'esquiver facilement la plupart de ses attaques et utilise la corde de sa capacité de crapaud pour se balancer autour de son corps et s'enrouler autour de lui. Puis une fois qu'il atterrit, il tire sur la corde, la coupant à nouveau instantanément. Il semble qu'il ait le dessus, mais il a encore besoin de frapper le monstre à la tête pour le vaincre. Heureusement pour lui,
Avec un corps aussi grand que celui-là, il est difficile de viser un bébé qui se déplace rapidement. Il ne peut pas non plus utiliser toute sa force à cause de la vitesse à laquelle il est obligé de se déplacer. Pour le monstre, ce serait la même chose que d'essayer de chasser une souris. Finalement, Échan est sur le point de distancer et de déjouer parfaitement le monstre, l'usant sévèrement jusqu'à ce qu'il puisse à peine bouger. Tout cela grâce à l'expérience qu'il a acquise grâce aux batailles de son ancienne vie jusqu'à présent. Grâce aux attaques constantes du bébé, le pouvoir du monstre a été considérablement réduit, et un coup de plus devrait suffire à le terrasser. Il ne peut pas devenir trop suffisant, cependant. Et bien que le monstre ait été sévèrement affaibli par les attaques constantes, il utilise toute sa force pour saisir l'un des pics de son dos et le lancer sur le bébé avec une force incroyable. Échan est assez rapide pour esquiver l'attaque, mais elle réussit tout de même à lui couper profondément le front. Il s'éloigne en sautillant, mettant une distance significative entre lui et le monstre avant qu'il ne puisse lancer une autre de ses attaques. S'il continue à attaquer comme ça, alors le bébé n'a aucune chance de se rapprocher pour le finir. Pour l'instant, il doit essayer d'imaginer une autre stratégie comme une attaque surprise, où il doit trouver un moyen de détourner son attention. Il ne reste plus de temps non plus, et il sentira bientôt les effets secondaires de l'utilisation de toute la force de ses pouvoirs. Pour l'instant, il pourrait devoir s'enfuir et emmener sa mère avant qu'elle ne se blesse. Alors qu'il essaie encore de comprendre quoi faire, il remarque sa mère qui regarde impuissante autour d'elle au rez-de-chaussée. On dirait que son temps est écoulé plus vite qu'il ne l'avait prévu, et maintenant elle s'est réveillée, et elle le cherche désespérément. Alors qu'elle le cherche, elle se retrouve face à face avec le monstre et le regarde avec choc. Au lieu de s'enfuir, cependant, elle fouille dans sa poche pour prendre quelque chose, et Échan lui crie désespérément de s'enfuir parce qu'elle ne sera certainement pas capable d'affronter le monstre toute seule. Mais en tant que mère du protagoniste, elle a certainement quelques astuces à elle. De sa poche, elle sort un pistolet paralysant et le tire sur le monstre, le frappant avec une électricité intense et le faisant se figer. C'est peut-être peu orthodoxe, mais c'est exactement la diversion que le bébé cherchait. Échan saute du bâtiment vers les rues en contrebas juste au moment où le monstre se rétablit et frappe sa mère, l'envoyant voler en arrière. Alors qu'elle tombe au sol, regardant commodément loin du monstre, Échan descend des cieux avec une attaque massive, ayant l'intention d'éliminer les ordures une fois pour toutes. Le monstre lève les yeux juste à temps pour voir un bébé avec une accumulation massive d'énergie sur sa jambe descendre sur lui à grande vitesse. L'attaque se connecte directement sur la tête du monstre, la brisant immédiatement et le tuant instantanément. Sa mère est toujours au sol, inconsciente alors que le bébé s'approche d'elle pour vérifier son état. Même s'il ne l'aime pas encore beaucoup, cela aurait été beaucoup plus dangereux pour lui si elle n'avait pas été là pour essayer de le protéger. Non seulement elle est venue essayer de le sauver malgré le danger, mais elle a également risqué sa vie pour le sauver. Il reste encore beaucoup d'entraînement à suivre avant qu'elle ne puisse lui être utile, mais il semble qu'il puisse au moins lui faire confiance. Alors qu'il pense cela, les effets secondaires de son pouvoir arrivent en force, et il s'effondre à côté d'elle, perdant également conscience. Quand il se réveille à nouveau beaucoup plus tard, il a un bandage sur la tête, et un étrange homme aux yeux rouges est en train de lui mettre une nouvelle couche. Échan ne reconnaît pas l'étranger, et sa forme immédiate d'autodéfense est de faire pipi sur l'homme pour essayer de lui faire peur. Sa mère se précipite pour s'excuser, espérant que l'étranger ne se sente pas offensé. Il essuie le pipi de son visage, acceptant le fait qu'il a très probablement juste effrayé l'enfant, et c'est pourquoi c'est arrivé. Il lui demande ensuite si elle s'entend bien avec le chien, et il semble que sa mère connaisse l'homme. L'homme est très probablement l'ancien propriétaire du chien, et il la remercie de prendre soin du cabot. Échan est plus préoccupé par le fait que sa mère a définitivement vu le monstre qui les a attaqués plus tôt, mais elle agit comme si rien ne s'était passé. Puis il remarque que ses cheveux sont mouillés. Cela signifie probablement qu'elle pleurait en secret pendant qu'il dormait. L'homme lui dit qu'ils partent faire le plein de provisions et l'invite à venir seul avec eux. Cela attire l'attention d'Échan car il se rend compte que faire le plein de provisions et tout acheter avec l'aide d'autres personnes n'est certainement pas une mauvaise décision. Avant de les suivre, cependant, il doit encore récupérer le noyau de cristal du monstre qu'il a vaincu. Il saute de sa poussette et se précipite vers les restes du monstre. Une fois qu'il utilise sa queue de crapaud pour l'absorber, il gagne immédiatement le pouvoir du monstre. Cette fois, il semble que ce soit une compétence de durcissement, et elle a déjà fusionné avec sa circulation sanguine. Ce n'est pas une mauvaise compétence, et maintenant il peut utiliser sa queue comme une sorte de bouclier. Mais avant de retourner en rampant dans sa poussette, il remarque l'homme étrange d'avant en train de passer un appel sur son téléphone. Il parle avec quelqu'un, et il semble parler du fait que lui et sa mère sont tous les deux un fardeau pour eux. Il révèle également que la raison pour laquelle il les emmène tous les deux est qu'en cas d'urgence, ils peuvent être utilisés comme leur et être au moins un peu utiles. Le type est définitivement fou, et il est clair qu'il a de mauvaises intentions. Il dit à la personne à l'autre bout du fil de prendre un autre véhicule et de prendre plus de provisions. Alors qu'Échan écoute la conversation, il heurte accidentellement le camion derrière lequel il se cache, et l'homme se retourne rapidement, prêt à attaquer quiconque l'espionne. L'homme s'approche de lui, mais il s'attend clairement à voir quelqu'un de menaçant et voit à la place un petit bébé, ce qui le fait baisser sa garde. L'homme tapote la tête d'Échan et lui demande comment il est arrivé jusqu'ici.
Puis il reprend le téléphone et dit à la personne à l'autre bout que le bébé a entendu leur conversation, mais il s'en fiche car ce n'est qu'un bébé. De plus, comme Eshan n'est qu'un bébé, le tuer ne posera pas de problème. Le bébé penche anxieusement la tête après avoir réalisé que le type est complètement fou. Ils montent tous dans une voiture, et sa mère l'attache dans un siège de sécurité pour enfants à l'arrière. Puis il se prépare à partir avec l'homme et 3 autres personnes dans la voiture. Eshan ne fait pas confiance à l'homme fou pour être le conducteur, mais il ne peut rien y faire. S'il pouvait au moins utiliser son pouvoir, alors il serait capable d'écraser l'homme fou en un instant et de prouver qui est le plus fort. Les autres dans la voiture font connaissance, et sa mère essaie d'entamer une conversation en offrant des collations aux autres. C'est incroyablement étrange que ces gens semblent si calmes malgré tout ce qui se passe. Eshan commence à se demander s'ils ont même vu des images des monstres et pourquoi quiconque sortirait même en ce moment. L'homme démarre la voiture et fait signe à la personne du complexe où ils séjournent alors qu'ils partent. Eshan réalise que leur manque de conscience est probablement une sorte d'autodéfense. Après tout, même si les gens voient des monstres ou des cadavres, cela ne signifie pas toujours que le monde touche à sa fin. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est agir normalement et essayer de cacher leur peur. Alors qu'ils continuent de traverser la ville, Mademoiselle Ling sort une boîte de sandwich à partager avec tout le monde dans la voiture. Les personnes dans la voiture sont tous des résidents de l'immeuble où Eshan et sa mère séjournent. Il y a sa mère, Ling Yingyu, une résidente de la chambre 502. Puis il y a Denku, un résident de la chambre 103. Et enfin, il y a Ryu Kezan, un résident de la chambre 104. Sa mère continue d'offrir des collations aux autres dans la voiture alors qu'ils se rendent au supermarché. Ryu Kezan demande à sa mère comment elle parvient à élever un enfant seul malgré la difficulté. Après tout, elle est jeune et belle, et il ne semble pas qu'elle travaille non plus. Il est également dangereux de sortir avec un enfant. Sa mère avait initialement envisagé de le laisser à la maison, mais elle a remarqué que chaque fois qu'Eshan est laissé seul, il commence à agir bizarrement. Elle a dû l'emmener avec elle après y avoir longuement réfléchi. Eshan essaie inconsciemment de dire à sa mère d'arrêter de parler alors qu'elle soupire en pensant à tout le chaos qui s'est produit à cause de son enfant ces derniers jours. L'un des hommes à l'avant est Shin Minoru de la chambre 504. Le chauffeur commente que Ling est utile dans un combat, surtout depuis qu'elle a réussi à abattre un grand monstre avec son pistolet à impulsion électrique. Ils ont également amené le chien dans le camion qui les suit, donc ils ont une puissance d'attaque supplémentaire si jamais quelque chose devait arriver. La mère d'Eshan ne se souvient pas de ce qui s'est passé, et elle ne réalise pas que c'est son enfant qui a fait tout le travail. Alors qu'il continue de traverser la ville, le chauffeur réalise que quelque chose ne va pas. Il devrait y avoir plus de monstres autour, mais l'endroit est étonnamment vide. Soudain, il remarque quelqu'un qui court sur la route, cherchant clairement de l'aide. Alors qu'elle court à travers la route, cherchant un endroit où se cacher, le mur d'un bâtiment voisin s'ouvre et une main s'étend vers elle. Puis elle est soudainement envahie par plusieurs monstres tous en même temps. Le chauffeur leur dit de s'accrocher bien fort alors qu'il essaie de manœuvrer la voiture pour éviter une collision avec les monstres et la fille. La voiture et le camion dérapent tous les deux pour éviter le petit groupe de monstres, et ils parviennent à passer en toute sécurité. Le chien aboie bruyamment sur le siège arrière alors que les monstres se pressent sur la fille et la tirent au sol. Elle appelle à l'aide alors que les monstres s'empilent sur elle et l'attaquent. La journée a été vraiment agitée depuis le moment où Eshan et sa mère ont quitté leur maison. Ils sont entourés de monstres, et Eshan prend un moment pour analyser la situation dans laquelle ils se trouvent. Les monstres à tête d'insectes qui entourent la voiture ont tous des marques de piqûres sur le cou. Le manipulateur de tous les monstres doit être une sorte de cyborg. Les manipulateurs de parasites sont des monstres de type parasitaire, et ils ont la capacité de transformer les humains en cyborgs. Leur pouvoir n'est pas grand individuellement, mais en grand nombre, c'est une autre histoire. Et tant que le manipulateur court, les monstres cyborgs ne feront que se multiplier. La meilleure chose qu'ils puissent faire est de trouver un moyen de s'échapper immédiatement. Le reste des monstres insectes qui ne s'empilent pas sur la pauvre fille d'avant commencent à se diriger vers la voiture pour attaquer ceux qui sont à l'intérieur. Ils sont beaucoup trop près pour le goût du chauffeur, et en quelques secondes, l'un des monstres parvient à traverser le pare-brise. Eshan regarde autour de lui et sait qu'il est tout à fait possible pour eux tous de survivre à cette situation, mais il doit les éloigner rapidement avant qu'ils ne deviennent trop nombreux. Malheureusement, cependant, il ne peut utiliser ses pouvoirs que pendant 30 secondes. Et s'il gaspille tout ici, alors c'est fini. Il regarde autour de la voiture et se demande si l'un des passagers est capable de se battre. Ryu regarde désespérément hors de la voiture la fille qui se fait battre et dévorer par les monstres. Elle crie aux autres dans la voiture d'arrêter de perdre du temps et de la sauver. Cela énerve immédiatement Eshan alors qu'il réalise qu'elle va être un fardeau pour eux à l'avenir. Au lieu d'essayer de trouver un moyen d'aider tout le monde, elle pleure pour que tout le monde la sauve. Il pourrait aussi bien la laisser parce que ce n'est pas comme si elle était utile dans un combat. Shin Minoru leur dit qu'il ne devrait pas aller sauver la fille. Elle a déjà la même blessure que tous les autres monstres sur son cou, ce qui signifie qu'elle est très probablement déjà une cause perdue. Shin Minoru a clairement des yeux perçants, mais il est probablement trop vieux pour être utile dans une bataille. Mais il pourrait au moins être assez fort pour transporter des fournitures. Le chauffeur demande s'ils devraient charger dans le chaos. Mais s'ils vont charger, alors ils devraient s'occuper des monstres avant qu'ils ne soient tous anéantis.
Eshon n'aime pas cette idée parce qu'il semble qu'il essaie de les faire tous tuer. Ils ne peuvent pas compter sur le type quand c'est vraiment important. La personne qui conduit le camion derrière eux est très probablement la même. Denku ramasse un objet dur quelque part dans la voiture et annonce qu'il ira aider de toutes les manières possibles. Il a l'air d'une mauviette, mais il pourrait aussi être le genre de personnage qui devient étonnamment fou de nulle part. Il essaie de dire qu'il n'a pas peur, mais il est clair qu'il n'est pas fiable du tout. Il semble qu'il n'y ait vraiment personne dans la voiture qui puisse abattre les monstres qui les entourent. Sa mère fouille dans son sac pour sortir le pistolet qu'elle utilisait plus tôt. Une fois que Den entend qu'elle sort avec son pistolet, il décide qu'il n'a plus besoin d'y aller. Alors qu'ils parlent tous, un objet pointu poignarde soudainement dans la voiture, traversant directement la poitrine de Den. Puis il est soudainement jeté hors de la voiture comme une poupée de chiffon. Puis des griffes acérées creusent sur le côté de la voiture, et un monstre insecte différent déploie sa tête terrifiante dans la voiture et poignarde immédiatement une griffe dans Ryu, la tuant immédiatement. Il semble que ce soit le corps principal de tous les cyborgs. Il devait se cacher quelque part, attendant le bon moment pour bondir. Puisqu'il n'y a personne de fiable dans la voiture, il semble que le bébé va devoir se lever et gérer cette situation. Avant qu'il ne puisse se lever cependant, un dard pointu se dirige directement vers sa mère. Il n'est pas assez rapide pour l'arrêter avant qu'il ne s'approche d'elle, mais au lieu que le dard la poignarde, il poignarde de façon inattendue le coussin de la voiture à la place. Il regarde à l'avant de la voiture pour voir Shin Minoru retenant de façon inattendue le monstre. Shin Minoru réalise que cette personne doit être le chef de tous les monstres. Le monstre se retourne et essaie de le poignarder au visage, mais il saisit le dard et le casse à la place. Il est clair que cet homme est quelque chose d'entièrement différent puisqu'il a réussi à abattre le chef de tous les monstres à main nue. Le monstre crie alors qu'il enfonce son propre dard dans son cou. Puis, alors que les cris du monstre s'estompent finalement, il meurt, et Shin Minoru laisse tomber son corps mort, le faisant tomber sur le sol de la rue. Alors qu'il essuie le sang de son visage, il se plaint de son âge. Pendant ce temps, Eshon observe avec adoration en réalisant que le vieil homme est une véritable centrale électrique, mais il réalise ensuite que le combat n'est pas encore terminé. Le monstre au sol a une phase, et ils ne peuvent pas baisser leur garde pour l'instant. Eshon ne sait pas qui est ce vieil homme, mais viser le cœur ne suffit pas à tuer le monstre. Comme il s'y attendait, le monstre commence à se relever, et il est clair qu'il est sur le point d'attaquer à nouveau. Il n'a pas de voix pour parler, donc il n'a qu'un seul moyen d'avertir le vieil homme avant que les choses ne tournent mal. Il crie aussi fort qu'il le peut, ce qui fait que le vieil homme regarde derrière lui et évite de justesse une attaque sournoise du monstre insecte. Le vieil homme a déjà vu ça quand il était encore dans la division spéciale de combat. Il réalise immédiatement que le monstre ne mourra pas en lui plantant un couteau dans le cœur. Cela explique pourquoi l'homme semble si fort. Il travaillait dans la division spéciale de combat, et c'est pourquoi il a suivi une formation pour faire face à des monstres comme ceux-ci. L'homme saute hors de la voiture pour attaquer le monstre et le faire tomber. Il semble qu'il ne mourra pas facilement avec des méthodes simples, alors Shin Minoru décide que cette fois, il utilisera toute son énergie pour écraser le monstre une fois pour toutes. Il saisit le monstre par la tête et lui écrase le genou sur le visage, ce qui fait craquer le crâne immédiatement. Rien qu'en voyant le peu de combat qu'il mène, il est évident qu'il a des connaissances approfondies en matière de combat, et sa décision de viser la tête a été prise très rapidement. Il aurait dû réaliser plutôt que le vieil homme était de l'armée et qu'il avait des compétences spéciales supérieures aux autres dans la voiture. Dans sa vie passée, lorsqu'il était le chien de l'organisation, même si l'armée avait déjà été anéantie au moment où il a commencé à partir, il a entendu des rumeurs selon lesquelles, après l'effondrement du gouvernement, l'armée était devenue la plus grande force de résistance aux monstres. Ils étaient les ennemis de l'organisation à l'époque, mais parmi eux, il y avait la division spéciale de combat qui travaillait dans l'unité centrale. Il semble qu'ils aient suivi une formation spéciale, et ils étaient une épine dans le pied de l'organisation. Grâce aux efforts de l'homme, ils peuvent enfin aller au supermarché et obtenir les provisions dont ils ont besoin. Sa mère suggère d'abord de rentrer chez eux aussi, mais Shin Minoru rejette immédiatement l'idée et lui dit que s'ils rentrent chez eux, quelque chose d'autre pourrait arriver, ils doivent donc continuer à avancer. Il semble qu'ils aient enfin une personne fiable dans leur équipe, mais maintenant Chan doit trouver comment mettre ce type de leur côté. Peut-être qu'il peut envoyer un faux ordre militaire, ou qu'il peut faire chanter Hot pour qu'elle envoie des informations privilégiées, ou qu'il peut simplement s'accrocher à l'homme et le forcer à les protéger. La simple pensée d'utiliser l'homme à des fins personnelles fait sourire le bébé de façon maléfique. Pendant qu'il réfléchit à ce qu'il doit faire, l'homme lui tapote la tête. Puis il dit à Mademoiselle Lin de rester près de lui avec Eshon pour qu'il puisse les protéger un peu. Elle accepte immédiatement et promet de ne pas être un fardeau pour lui et de le suivre avec diligence. Il lui dit de ne pas trop attendre de lui, et il veut juste les aider. Elle remercie l'homme de son aide plus tôt pour avoir abattu ce monstre boss, mais il lui dit de ne pas en parler. Après tout, si Eshon n'avait pas crié plus tôt, il serait définitivement mort de l'attaque du monstre. Puis il dit au petit bébé que plus une personne est sotte, plus elle désire le profit. On dirait presque qu'il pouvait lire dans les pensées de l'enfant et connaître les pensées égoïstes qu'il avait eues plus tôt. Eshon croise les bras et décide d'accepter paisiblement l'aide de l'homme, mais il sait que la personnalité de Shin Minoru finira par être sa perte.
Ils ont enfin atteint le supermarché qu'ils visaient depuis le début, mais le portail est fermé. On dirait que c'est leur jour de congé. La publicité disait que le supermarché serait ouvert, mais l'endroit est clairement fermé pour affaires. Échan sait que Hot est un maître hacker, et elle a probablement fermé le supermarché à distance. Soudain, la porte s'ouvre, et le chauffeur leur explique qu'il a demandé à un ami d'ouvrir la porte à distance depuis un autre endroit. En disant cela, il sourit et montre son téléphone, leur rappelant qu'il devrait penser à remercier son ami plus tard. Cela rend Échan méfiant, et il sort en douce le téléphone de sa mère de son sac pour le vérifier. Il ouvre les messages et voit que Hot lui a envoyé un message récemment l'informant qu'elle a vu leur voiture sur la caméra de sécurité et qu'elle a ouvert le portail pour eux. Cela confirme que le chauffeur connaît définitivement Hot. Cela rend les choses beaucoup plus compliquées pour lui car Hot et le chauffeur sont tous les deux des personnes très suspectes pour lui. Ils finissent par entrer dans le supermarché, et Échan est juste fatigué maintenant qu'ils ont enfin atteint leur destination. Le supermarché est immense, et il y a beaucoup de provisions dans l'entrepôt. Il n'y a pas non plus de caméra dans la zone, donc il semble que le bébé n'ait pas à s'inquiéter d'être repéré lorsqu'il utilise ses pouvoirs. Puis il remarque que le vieil homme a apporté un râtelier d'armes avec lui. C'est ce à quoi on peut s'attendre d'un ancien soldat de la division spéciale de combat. Mais maintenant qu'ils sont dans le supermarché, l'homme qui les a guidés pendant tout ce temps a soudainement disparu. Il ne semble pas non plus y avoir de personnel dans le supermarché, il n'y a donc aucun moyen pour eux d'acheter ou de vérifier. Alors qu'ils essaient de comprendre ce qu'ils sont censés faire dans l'entrepôt, ils entendent des applaudissements provenant d'ailleurs dans le bâtiment. Ils regardent devant eux et voient l'homme de tout à leur sourire effrontément et tapoter les boîtes autour de lui. Puis il déclare que tout dans le magasin a déjà été acheté par son organisation. Le moment que Kay redoute le plus est enfin arrivé. La personne qui se tient devant lui n'est autre qu'un membre de l'organisation. Même le chien de Kay ne l'aime pas car il se met à aboyer furieusement. Le chauffeur montre enfin son vrai visage, avouant qu'il a seulement utilisé tout le monde pour accéder au supermarché. Maintenant qu'il en a fini avec eux, il est temps de se débarrasser d'eux comme de déchets sans valeur. Pendant son monologue vantard, Kay repère immédiatement un tatouage sur le bras de l'homme, ce qui est un signe clair qu'il appartient vraiment à l'organisation. Avec de la noirceur dans les yeux, l'homme déclare que le supermarché appartient maintenant à la Société du Lotus de l'Est, sa voix est pleine de menaces. Sa menace est particulièrement dirigée vers le vieil homme militaire. Alors qu'il sort une arme de sa poche, il les avertit de ne pas bouger. Le nom de la société attire instantanément l'attention de Kay. Il réalise que cette branche de l'organisation est tout sauf ordinaire. Ils sont un groupe de pionniers chargés de faire appliquer le projet de chasse. Ce groupe a déjà répandu ses crimes avant même que la calamité ne commence. Ce doit être leur raison de rassembler des provisions parce qu'ils sentent la catastrophe arriver. Maintenant Kay comprend pourquoi il avait un mauvais pressentiment à propos de cet homme, quelque chose qu'il a senti dans son ton suffisant. Mais qui que soit cette personne, bébé Kay est prêt à le faire tomber. Pendant ce temps, Lynn et le vieil homme saisissent rapidement la gravité de la situation et remarquent les laquais qui les entourent. Mais le vieil homme est préparé car il ramasse immédiatement une pelle et la lance sur le générateur. Elle frappe avec force, s'incrustant dans la machinerie qui pourrait éclater à tout moment, et le bruit d'une explosion potentielle commence à résonner dans la zone. Le chauffeur, cependant, reste debout calmement, quelque chose que le vieil homme ne manque pas. L'instant d'après, l'homme sourit et sort une télécommande pour contrôler le chariot. Le vieil homme réalise que la situation lui échappe. Il saute pour s'attaquer au chauffeur, mais au dernier moment, il est repoussé par une pile de cartons. L'instant d'après, le vieil homme se retrouve face au canon d'une arme. Avec un rire, le membre de l'organisation remarque qu'il ne laissera pas un vétéran militaire s'échapper si facilement. Il l'avertit ensuite de ne pas bouger. Mais de façon inattendue, Lynn intervient, une arme à la main, et avertit l'homme de s'éloigner du vieil homme, sinon elle tirera. Elle exige de connaître ses motifs. L'homme, visiblement amusé, réalise à quel point elle est spectaculairement idiote de ne pas avoir saisi la situation jusqu'à présent. Il demande même si elle penserait toujours qu'il est innocent après qu'il lui ait tiré dessus. Lynn, vivant toujours dans sa propre bulle joyeuse, propose de partager les provisions comme si elle organisait un pique-nique. Il rit en fait de sa naïveté, ce qui est presque impressionnant. Elle agit comme si c'était elle qui prenait les décisions ici. Il lui rappelle ensuite l'époque où il lui a laissé le chien, non pas par gentillesse, bien sûr, mais parce que lorsqu'il est allé récupérer l'argent, le propriétaire était déjà mort. Alors, naturellement, il s'est dit qu'il pourrait aussi bien se débarrasser du chien. C'est alors qu'elle est apparue, et il a pensé qu'il serait amusant de voir comment elle jonglerait avec un chien adulte et un bébé. Étonnamment, les choses ont fonctionné à l'époque. Mais maintenant avec son arme prête, alors qu'il rejette l'idée de partager les provisions, il n'y en a tout simplement pas assez pour tout le monde. L'instant d'après, tous ses laquais pointent leurs armes sur eux. Le patron déclare que les faibles comme Lynn devraient mourir. Ce moment déclenche un souvenir chez Kay lorsqu'il était sous le contrôle de l'organisation, n'ayant d'autre choix que de manger des rats justes pour satisfaire sa faim. À l'époque, il était méprisé comme ça. Il sort de sa rêverie lorsque son chien se prépare à attaquer les voyous. Kay jette immédiatement la boue sur le générateur, ce qui provoque une panne de courant. L'instant d'après, l'obscurité engloutit tout,
et le patron crie à tout le monde d'arrêter de tirer jusqu'à ce qu'il puisse trouver de la lumière. En même temps, le patron lève son arme. Saisissant l'opportunité, Kay active son pouvoir et est sur le point de le frapper lorsque le vieil homme intervient soudainement, donnant un coup de pied au patron à la place. Kay et le vieil homme se regardent avec étonnement. Kay comprend que c'est sa mauvaise fortune d'être vu par le vieil homme qui fait partie de l'armée. Finalement, il pourrait le considérer comme un monstre, et il y a une réelle chance qu'il soit transformé en sujet de recherche à cause de ses pouvoirs. Comme prévu, le vieil homme pense dans la même direction lorsqu'il se demande si Kay est un monstre. Juste au moment où il se prépare à attaquer, le bébé Kay saute immédiatement et s'installe sur une étagère supérieure, juste dans l'angle mort du vieil homme. Le vieil homme allume sa lampe de poche. Kay avait également prévu d'allumer la lumière, mais il se méfie du vieil homme. Il ricane, réalisant qu'il n'a d'autre choix que de neutraliser le vieil homme. Cependant, son plan est interrompu par un bruit soudain qui alerte tout le monde. Les gens lèvent les yeux et aperçoivent un Slim qui distrait tout le groupe. Avec un sourire suffisant, Kay reprend sa place habituelle dans un chariot et se prépare à profiter du spectacle. À son grand étonnement, le Slim se transforme en un sosie du vieil homme. Il l'attaque, et bientôt tout le monde se retrouve à se battre contre ses propres clones. Le vieil homme se prépare également à la bataille contre son double, jurant à voix basse contre ce nouveau désastre. Lynn est terrifiée de voir son clone parfait se tenir juste devant elle et le supplie de ne pas s'approcher. Sa voix attire l'attention du vieil homme. Il jette un coup d'œil en arrière et voit Kay pleurer à proximité tandis que son clone essaie de grimper dans le chariot. Le vieil homme suppose qu'il a dû voir ce clone auparavant. Cela signifie que le plan de notre petit bonhomme fonctionne parfaitement car il verse maintenant des larmes de crocodile, attendant juste que le vieil homme fonce comme un chevalier en armure étincelante. Comme prévu, le vieil homme attaque immédiatement le clone lorsqu'il tente d'atteindre Kay. Cependant, il est frustré lorsque le clone se réforme sans effort, grâce à sa nature de Slim. Réalisant que la force brute seule ne fonctionnera pas, il jette sa pelle de côté, décidant qu'il est temps d'adopter une nouvelle stratégie mieux adaptée pour traiter les monstres comme celui-ci. Il ouvre sa boîte d'armurerie et sort son arme. Pendant ce temps, Lynn parvient à vaincre son clone en utilisant un pistolet électrique, car l'électricité est une faiblesse connue des créatures de Slim. Kay vainc également son clone grâce à un barrage incessant d'attaques, une autre faiblesse connue. À la fin, le vieil homme détruit son clone en utilisant la puissance de feu brut. Mais la bataille n'est pas encore terminée. Un autre clone de Slim se jette sur Lynn, mais le vieil homme lui tire dessus au dernier moment. Cependant, la créature est toujours vivante, essayant de se reformer, mais le vieil homme continue de tirer, déterminé à en finir. Il ne l'a peut-être pas tué complètement, mais il a certainement fait des dégâts importants. Mais en même temps, le boss se relève également, prêt à attaquer. Juste au moment où le vieil homme reste occupé, combattant le Slim, Kay jure à voix basse, frustré par la situation. Il ne peut pas utiliser ses pouvoirs ouvertement. Le faire pourrait révéler son secret. Il est surpris lorsque le boss l'attrape soudainement et le prend en otage, avertissant l'un et le vieil homme de laisser tomber leurs armes. Ce que le boss ne réalise pas, cependant, c'est qu'il vient de rendre les choses plus pratiques pour notre garçon intelligent. Kay active silencieusement son pouvoir de Slim et prend le contrôle de l'un des laquais du boss. Ce laquais décèle alors une grenade, et dans l'instant suivant, une explosion massive secoue la zone. Bien que le boss survive à l'explosion, il tient toujours Kay dans ses griffes. Kay, cependant, profite du chaos car il aperçoit un cœur de cristal de qualité et le dérobe rapidement avec sa queue avant que quiconque ne le remarque. Le boss, fortement ébranlé et presque tué dans l'explosion, se précipite dans une autre pièce et claque la porte derrière lui dans une tentative désespérée de se protéger. À l'intérieur de la pièce, plusieurs autres brutes attendent. Le boss déclare qu'il est temps de bouger et leur ordonne de préparer la voiture car ils s'en vont d'ici. Les brutes commencent immédiatement à obéir. À ce moment précis, notre garçon remarque un autre tatouage. Celui-ci gravé sur le côté du cou de l'homme, révélant son nom. Maintenant, tout devient clair comme de l'eau de roche pour Kay. Cette personne n'est autre que le véritable boss de l'organisation, Lei. C'est lui qui a transformé la vie de Kay en un enfer dans sa vie précédente. À l'époque, cependant, Lei portait toujours un masque, c'est pourquoi Kay n'a jamais pu voir son visage. Qui aurait cru qu'il aurait la chance d'en être témoin maintenant en tant que bébé, rien de moins. Le regard de bébé de Kay est si intense que Lei le ressent réellement et le réprimande même avec agacement. L'instant suivant, une brume rouge commence à remplir l'air autour d'eux. Ceci est appelé une poussière cramoisie, qui est un phénomène dangereux dans ce monde infesté de catalyseurs, dangereux pour tout être humain. Ceux qui entrent en contact avec elle meurent ou mutent en monstres. Cela explique pourquoi, quelques instants plus tard, plusieurs des laquais de Lee commencent à se transformer en bêtes grotesques et se précipitent vers eux. Mais Lei, dans sa cruauté habituelle, décide d'utiliser Kay comme appât à monstre. Sans réfléchir, il jette le bébé dans la pièce avec les créatures et fuit la scène, le laissant derrière lui. Kay, comme d'habitude, comprend bien le plan, mais il est prêt à libérer son véritable pouvoir même en présence d'un témoin. Il sort le cœur de sa poche et l'active. Dans l'instant suivant, il se transforme en un combattant adulte prêt pour la bataille. L'énorme monstre se jette sur lui, mais ses tentacules interceptent l'attaque sans hésitation. Maintenant fusionné avec le cœur de cristal,
ses capacités atteignent un nouveau sommet, tellement amélioré que les monstres autour de lui ne sont plus perçus comme des êtres physiques. Une autre créature tente une frappe laser depuis son œil. Sans broncher, K avance directement à travers le faisceau et perce le corps de la créature. Il est presque amusé de voir avec quelle facilité il peut contrôler son corps. Ses tentacules se déplacent maintenant avec une grâce mortelle, tranchant les monstres comme des légumes sur une planche à découper. Pendant ce temps, les regarde la scène se dérouler avec une horreur croissante. Confus et ébranlé, il ne parvient pas à saisir l'identité de Kay, ayant manqué la transformation de l'enfant en guerrier. Un seul regard sur son visage pâle dit tout à Kay. Il sait que Lei ne le reconnaît pas encore. Cela rend les choses d'autant plus satisfaisantes. Kay avance, les yeux sombres de détermination. Il n'y a plus d'hésitation maintenant. Le moment de la vengeance est enfin venu. Même terrifié, Lei se prépare immédiatement à se défendre. Il sort son arme et tire sur Kay. Heureusement, Kay est plus rapide que la balle elle-même. Bien que le corps dans lequel il s'est transformé ne soit pas son corps d'origine comparé à sa forme infantile, la vitesse et l'agilité qu'il offre sont à un tout autre niveau. Alors que Kay réduit l'écart à seulement quelques centimètres, Lei suppose qu'il doit être un monstre, mais notre garçon ne lui donne pas la chance de parler. D'un seul mouvement rapide, il jette Lei à travers la pièce et le fracasse dans un coin. Crachant maintenant du sang, Lei murmure quelque chose à propos d'une histoire qu'il a entendue une fois de quelqu'un, mais voit maintenant que c'était vrai. Kai se demande brièvement qui pourrait être cette personne, mais il n'a pas le temps de s'y attarder. Lei sort soudainement une seringue et s'injecte une drogue étrange. En quelques instants, son corps commence à se transformer de manière grotesque, se métamorphosant en une forme monstrueuse. En regardant la transformation, K réalise immédiatement la vérité, bien avant le grand catalyseur, l'organisation avait déjà expérimenté cette drogue, une formule conçue pour transformer les humains en monstres sans les priver de leur santé mentale. Alors que le monstre grandit, Kay est visiblement terrifié. Il se jette immédiatement sur lui, et bien qu'il parvienne à peine à bloquer l'attaque, il riposte rapidement avec ses tentacules. Mais de ce seul affrontement, il réalise que son adversaire n'est pas une menace ordinaire. Le monstre poursuit son assaut incessant, le frappant avec des tentacules argentés, que K évite de justesse. Rien qu'en observant ses mouvements, K comprend que cette créature était censée le piéger dès le début. Un frisson lui parcourt l'échine lorsqu'il reconnaît que c'est le même monstre qu'il a tué dans sa vie passée. Mais cette fois, il n'est pas la même personne. Il n'est plus cette version impuissante de lui-même, et il n'a pas l'intention de mourir à nouveau face à la même bête. Avec une détermination renouvelée, il évite chaque attaque avec une concentration intense et une énergie défiante. Puis, soudain, une puissante explosion éclate contre le monstre. Alors que la poussière retombe, Kay voit le vieil homme militaire recharger ses armes avec des balles, qu'il a volées à la Société du Lotus Oriental. L'ironie ne lui échappe pas. Le vieil homme utilise les armes du méchant pour une bonne cause. Pendant ce temps, Kay essaie de comprendre le changement soudain dans la bataille. Le vieil homme cible le monstre géant aux yeux, qui est apparemment laid, toujours déguisé sous sa forme monstrueuse. Regardant la situation se retourner, Kay ne peut s'empêcher de sourire largement. Le jeu change, et cette fois, c'est en sa faveur. Lei se souvient de l'époque où il a rejoint l'organisation, quand l'un de ses représentants l'a attiré en l'avertissant d'une catastrophe imminente dans le monde. Elle lui fait croire que rejoindre l'organisation est le seul moyen pour lui de survivre. Puis elle lui tend une drogue en cadeau pour son adhésion, ajoutant qu'elle peut l'aider à découvrir sa vraie nature. À ce moment-là, alors qu'il regarde le médicament, il n'est pas convaincu par ses paroles. Il pense qu'il connaît déjà assez bien sa vraie nature. Mais une fois qu'il prend l'injection et éveille son côté monstrueux, il est convaincu qu'elle disait la vérité parce qu'il est né monstre, se nourrissant des faiblesses des autres. Par exemple, quand il n'est qu'un enfant, il dit à une grosse dame que son mari la trompe. Quand elle se met en colère, il ajoute comme preuve qu'il a entendu son mari l'appeler un vilain cochon endormi il y a peu de temps. La femme, qui est peut-être déjà complexée par sa silhouette, le croit immédiatement et se met en colère contre son mari. Après avoir été frappé, le mari décide de divorcer. Quand il part, elle est dévastée par sa propre laideur perçue. Et comme un ange gardien, Lei l'attire dans son piège en promettant de la présenter à des gens qui ne l'intimideront certainement pas. C'est ainsi qu'il exploite le cœur des gens, en gagnant leur confiance puis en l'évidant plus tard. Sa nature d'escroc l'a transformé en un artiste de l'arnaque, un monstre sous une peau humaine. C'est pourquoi il est maintenant né en tant que monstre de niveau 4, un menteur trompeur. Jusqu'à présent, le monstre dont notre garçon est témoin n'est que des hallucinations. Il voit le monstre qu'il a tué dans sa vie passée et est terrifié par la tromperie de Lei. Pendant ce temps, Lei décide de ne pas gaspiller son énergie et attend le bon moment pour riposter et gagner à la fin. Soudain, il est frappé par une balle et surprend de voir le vieil homme prêt à le combattre à nouveau. Il est frustré par la longue vie du vieil homme et l'attaque immédiatement, mais le vieil homme reste caché, lançant des attaques sans se révéler. Il y attaque à nouveau, mais sa frappe est accueillie par une série d'explosions. L'affrontement crée une grande quantité de fumée et de poussière, ce qui rend difficile de voir quoi que ce soit clairement. Profitant de la situation, K se déplace dans son angle mort par derrière. Quand K attaque, Lei jure fort, furieux qu'il soit sorti de l'hallucination si rapidement.
K s'avance et déclare que Lei n'est rien de plus qu'un escroc de niveau 4 qui ne pourra jamais être quelqu'un de spécial. Sur ce, il attaque Lei avec ses tentacules, ce qui fait maudire ses tentacules à Lei. L'instant d'après, Lei essaie de créer une illusion autour de K, mais cette fois cela ne fonctionne pas. Il est frustré par l'échec de sa compétence. K se souvient de l'époque où il a goûté à la mort dans sa vie passée à cause de l'hallucination. Tout en remerciant silencieusement Lee, il libère toute sa puissance. Lei est effrayé alors que K se précipite vers lui à la vitesse de l'éclair. Lee saigne abondamment après avoir été attaqué par K. K lui demande alors calmement s'il a terminé. Mais intérieurement, il sait que ce n'est que le début. Dans 2 heures, une autre vague de poussière cramoisie frappera. Ce ne sera rien de ce que l'humanité a connu auparavant. Ce sera une marée déformée qui ouvrira l'enfer. Alors qu'il se prépare à achever Lee essaie de l'arrêter. K répond qu'il n'est pas intéressé par ses derniers mots et est déterminé à en finir avec lui. Pendant ce temps, le vieil homme regarde également la scène se dérouler. Kai comprend que Lei est un adversaire coriace qui veut toujours se battre malgré toutes ses blessures, il est donc préférable de l'achever en visant directement son cou. Juste au moment où il est sur le point de frapper, il est frappé par une illusion. Sa mère apparaît, le suppliant, lui demandant s'il va la tuer aussi. Il hésite un instant, et cet instant lui coûte cher car il est frappé par une série d'explosions. Profitant de l'ouverture, Lei attaque à nouveau, et K parvient à peine à esquiver. Alors que K se relève, Lee déclare que quoi qu'il arrive, K ne pourra pas le tuer. Il peut maintenant clairement lire les pensées de K et prédire chacun de ses mouvements. Lei sait qu'il ne reste plus qu'une attaque à K. Là-dessus, notre gars envisage de laisser Lei au vieil homme. Au même moment, comme s'il lisait sa pensée, Lei esquive une balle tirée par le vieil homme et se moque de lui demandant s'il compte rester là comme toujours. K jure à voix basse, réalisant trop tard que les armes normales ne fonctionnent pas contre un monstre de niveau 4. Lee, devenant trop confiant, croit qu'il peut voir à travers les tactiques du vieil homme. Avec un rire menaçant et une déclaration qu'il est un être divin, Lei se dirige vers l'endroit où le vieil homme se cache. Mais dès qu'il atteint l'endroit, une grenade plantée par le vieil homme explose au moment où Lei entre. Voyant Lee blessé, Kai complimente les instincts aiguisés du vieil homme. Puis il se demande où le vieil homme est allé. Comme en réponse, le vieil homme apparaît derrière Lei et est sur le point d'attaquer, mais Lei esquive au dernier moment. Lei se prépare à contre-attaquer, mais K crie son nom pour le distraire. L'interruption soudaine surprend Lee. Souriant, Lee demande à K s'il veut connaître son avenir. Pendant qu'il est momentanément distrait, le vieil homme lui tire dessus. Soudain, une vision pénètre l'esprit de Lei alors qu'il se voit aux prises avec des faibles, des gens qui sont en dessous de lui. K montre à Lei un avenir où il est toujours le perdant, toujours inutile à la fin. K lui dit que c'est son destin. Furieux, Lei saisit sa tête et nie l'affirmation. Une autre vision clignote qu'il s'incline devant les autres dans une position pathétique. Il refuse d'accepter cet avenir. Enragé, il se déchaîne sauvagement, mais finit par se blesser lui-même. L'instant d'après, il regarde tous avec incrédulité Lee se couper la tête. Regardant la scène se dérouler, K sourit. Il a enfin dupé le plus grand escroc de tous. Alors que la tête de Lee s'envole de son corps, il aperçoit une fois de plus les souvenirs de K. Ses yeux s'écarquillent de peur en voyant le monstre se tenir devant lui. L'instant d'après, sa tête tranchée frappe le sol, et il crie à K de sortir de son esprit. Il crie à K, déclarant que c'est ce que l'avertissement concernant le bébé signifiait vraiment. Le vieil homme jette un coup d'œil à K. Son attention est à son comble. Lei continue, sa voix tendue que K est l'œuf de la calamité, surprenant à la fois K et le vieil homme. Lei avertit qu'en commençant cette révolution, K a renoncé à toute chance d'avoir une vie normale. Désormais, l'organisation le traquera sans relâche. Avant qu'il ne puisse en révéler davantage, un autre coup de feu retentit et Lei est réduit au silence par une balle. K et le vieil homme se tournent rapidement vers la source. Une nouvelle silhouette sort de sa Jeep, expliquant calmement que si l'on ne tue pas son ennemi à temps, il deviendra son propre ennemi. Au moment où K réalise que l'homme est de l'armée, il se met en état d'alerte maximale. Le nouveau venu appelle le vieil homme professeur, le créditant pour la leçon même qu'il vient de prononcer. Son nom est le capitaine Léan, mais il est plus connu sous le nom de Loup des Neiges. Avant que l'élève et le professeur n'échangent des salutations, un autre monstre apparaît derrière Léan. Sans même tressaillir ou bouger, il tue le monstre. Notre gars, qui regarde derrière la boîte, est étonné de le voir. À ce moment-là, le vieil homme demande à Lian d'être là exprès parce qu'il a l'intention de rentrer chez lui et de s'occuper de son petit enfant. Tout en sortant son téléphone, Lian supplie son professeur de retourner au quartier général car ils sont en état d'urgence. Il lui montre ensuite une photo de sa petite fille qui est saine et sauve. Il lui rappelle que l'armée a besoin de son commandant. Tout en écoutant cela, K réalise immédiatement que ce vieil homme n'est autre que le commandant en chef de l'armée. Ensuite, Lian demande au vieil homme s'il veut confirmer la sécurité de sa petite fille. Le vieil homme accepte de l'accompagner. Pendant ce temps, K est effrayé et ne sait pas quoi faire. Quand il bouge, cela attire leur attention. Avant qu'un moment ne passe, Lian est déjà sur lui, l'arme pointée. Heureusement, K s'est déjà transformé en sa forme de bébé. Lian demande avec suspicion s'il est le monstre qu'il a vu il y a peu de temps. K, pendant ce temps, est mort de peur, se demandant si Lian va lui tirer dessus.
Mais le vieil homme intervient en informant son étudiant que c'est lui qui a placé Kay là. Tout en le prenant dans ses bras, il murmure à Kay de continuer à faire semblant. Sur ce, Kay se met à pleurer comme un bébé, ce qu'il est littéralement. Les commente sur le fait qu'il va bien avec le bébé. Soudain, notre garçon sent une aura étrange venant de Lei et le regarde attentivement. À ce moment-là, il se demande s'il l'a déjà vu dans l'organisation. Plus tard, Kay est placé à la crèche avec les autres bébés. Lorsque l'infirmière le place dans le berceau, Léon lui dit de retourner, et elle obéit sans poser de questions. Tout en faisant semblant de dormir, Kay écoute tout cela et s'interroge sur le lieu où se trouve le vieil homme. Il s'interroge également sur l'endroit où il se trouve. Soudain, un bébé se met à pleurer, attirant l'attention de Léon. Il commente en douceur sur l'énergie du bébé et lui demande de se taire, mais ensuite son ton change lorsqu'il utilise sa compétence pour endormir le bébé. Pendant ce temps, notre garçon est témoin de tout cela, les yeux grands ouverts d'horreur. Il se souvient que Léon est une figure importante de l'organisation avec le nom de Code Tank. De plus, il possède une capacité très rare et redoutable dans laquelle il peut exploiter et faire exploser le sang dans le corps de n'importe qui à volonté. Il sait que Léon a utilisé sa compétence sur le bébé, ce qui provoque une privation d'oxygène, rendant le bébé inconscient plutôt que de s'endormir naturellement. C'est quelqu'un dont Kay sait qu'il doit se méfier, surtout après sa tentative antérieure de le tuer. Maintenant, Léon se dirige vers notre bébé. Pendant ce temps, Kay pense à ses propres capacités, qu'il a éveillées trop tôt étant donné que l'organisation vient de commencer. Il se demande s'il est déjà l'un des rares compatibles à éveiller ses pouvoirs avant la fin des temps. À ce moment-là, Léon décide d'inspecter Kay et lui dit de se taire. Kay retient son souffle tout le temps. Dès que Léon s'éloigne, Kay pousse un soupir de soulagement. Avant de partir, Léon commente sur le plaisir que c'est. Alors qu'il part, Kay jette un coup d'œil autour de lui pour s'assurer qu'il est vraiment parti. Puis il se lève immédiatement. Il se souvient de Lei, un escroc, quelqu'un qui peut manipuler les esprits. Kay a des capacités comme l'absorption de niveau divin, qui crée une barrière dans son esprit pour protéger ses pensées du mensonge. Maintenant, pour se protéger contre le mensonge, il ajuste son flux sanguin, le ralentit et permet au faux sang d'être automatiquement absorbé. Après l'avoir observé, il regarde autour de lui les autres enfants et se demande s'ils sont aussi les œufs de la calamité. Ce n'est pas comme s'il ne connaissait pas le terme. Il l'a entendu dans sa vie passée. Mais en raison de son statut inférieur à l'époque, il n'a jamais eu accès à ce type d'informations. Pourtant, il croit que Léon doit en savoir quelque chose. Il analyse ensuite la situation avec l'armée, qui a été éliminée dans sa vie passée par l'organisation. Ses pensées se tournent vers le vieil homme qui ne fait clairement pas confiance à Léon puisqu'il voulait personnellement vérifier son petit-fils. Il s'interroge également sur l'inspection que Léon a effectuée sur lui. Il y a trop de pensées qui tourbillonnent dans son esprit. Puis il se souvient de sa mère et de son chien, mais il écarte rapidement ses pensées. Il n'est pas dans une situation où il peut penser aux autres. Pour l'instant, tout ce sur quoi il doit se concentrer, c'est son plan d'évasion. Il essaie d'ouvrir la porte avec sa capacité, mais il ne peut pas l'utiliser. Il se souvient du noyau de cristal qu'il a obtenu plus tôt, qu'il a utilisé pour fusionner la capacité appelée ombre sombre. Mais pendant le processus de fusion, il ne peut pas utiliser beaucoup de ses capacités. Actuellement, il ne peut utiliser que l'ombre sombre et la barrière divine. Ce dernier l'aide à résister aux attaques mentales. Mais l'ombre sombre est trop puissante et risquée à utiliser dans sa situation actuelle. Il décide donc d'attendre et de comprendre les intentions de ceux qui l'entourent avant d'utiliser ses pouvoirs et de risquer d'être exposé. Jusqu'à présent, faire semblant d'être juste un bébé a bien fonctionné pour lui. Soudain, il remarque quelque chose qui émerge d'un autre berceau. Il regarde un autre bébé dont les jambes se transforment en branches d'arbres. Donc, ce bébé doit être un autre compatible comme lui. Puis il remarque plusieurs autres bébés avec différents types de capacités. Il se souvient que dans sa vie passée, ces bébés étaient toujours enfermés. Maintenant, il comprend qu'ils sont tous placés quelque part de similaire à l'endroit où il se trouve maintenant. Soudain, une vigne d'arbres le ramasse. Quand il essaie de se libérer, il ne peut pas. Il se demande pendant un moment s'il doit utiliser ses capacités maintenant ou non, mais ses pensées sont interrompues par un autre garçon qui l'aide à se libérer. Il s'avère que c'est un petit garçon qui lui conseille de faire semblant de dormir. Alors maintenant, il devrait juste bien se comporter. Kay est surpris de voir que le garçon n'a que 5 ans et qu'il maîtrise déjà ses capacités. Soudain, il jure à voix basse en entendant un bruit derrière lui. Le garçon s'échappe immédiatement, disparaissant de la vue. Kay se retourne pour voir des infirmières entrer dans la pièce pour une inspection, et il fait rapidement semblant de dormir sur le sol. L'infirmière en chef ordonne à tout le monde de rassembler tous les bébés. L'un d'eux le remarque couché là et le ramasse également. Alors que tout cela se déroule, Kay se demande ce qui se passe réellement ici et ce qu'il prévoit de faire avec lui. Après un certain temps, les infirmières placent tous les bébés sur le sol. Il ouvre légèrement les yeux et ne voit que l'obscurité les entourant. Une pensée glaçante lui traverse l'esprit, vont-ils être obligés de se battre à mort? Ce ne serait pas surprenant car c'était une tendance dans l'organisation pendant sa vie passée. Il sent également la présence de quelqu'un de l'organisation à proximité. Lentement, il commence à ramper alors que d'autres bébés commencent également à se lever. Quand il lève les yeux, il aperçoit Léon à l'étage supérieur.
Avant qu'il ne puisse rien traiter d'autre, il voit un monstre se diriger vers un bébé. Il suppose que ces bébés vont être des proies pour le monstre car il se souvient qu'il n'y avait pas de bébé dans sa vie passée. Puis il remarque que le monstre est retenu par des chaînes, mais cela ne signifie pas qu'ils sont en sécurité maintenant. Il suppose que les restrictions ne sont que temporaires et que le monstre sera probablement libéré plus tard. Tout le monde autour de lui a également peur de le voir. Le garçon d'avance avance, ramasse le bébé qui pleure à proximité du monstre et le place loin. En regardant autour de lui les bébés et Léon, il conclut maintenant qu'ils ont tous été rassemblés ici pour combattre le monstre afin d'éveiller de force leurs capacités. Le but de rassembler ces bébés ici doit être le plan de l'organisation connu sous le nom de plan chien de chasse. Après le plan est confié à Léon. À ce moment-là, Léon révèle qu'il faisait juste semblant devant son professeur. Puis il demande poliment à tout le monde de ne pas le décevoir et appuie sur le bouton pour commencer leur test. Sur ce, les restrictions sur le monstre tombent et il se précipite vers notre garçon, mais il parvient à peine à l'esquiver. Dans le processus, son oreille est blessée. Il regarde le monstre, qui pourrait être de grade. Il est convaincu qu'il peut le vaincre, mais il n'est pas si sûr des autres. Il regarde autour de lui les autres qui sont morts de peur. L'un des tout petits se met à pleurer, attirant l'attention du monstre. Maintenant, il se dirige vers ce bébé. Mais la fille à côté du tout petit a peur, et avec cela, sa capacité de branche d'arbre s'active. Plusieurs vignes s'enroulent autour du monstre. Kay donne un coup de pouce à la fille et espère qu'elle pourra tenir le coup. À ce moment-là, Lion remarque également sa capacité, qui est identifiée comme un type de vigne. Il la complimente, disant que c'est une bonne, surtout compte tenu du fait qu'elle n'est qu'au niveau de grade. Son attention se tourne ensuite vers notre garçon, qui n'a encore montré aucune capacité. Malgré tout, il est convaincu que K doit être un utilisateur de capacité. Dans son esprit, il croit que K activera définitivement ses pouvoirs une fois poussé dans des conditions extrêmes. Sur ce, le monstre se libère des vignes et se prépare à libérer toute sa puissance. Kai est surpris de voir la gravité de la situation qui se déroule devant lui.